Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Un demi-siècle au service de la formation des cadres et dirigeants. L'École supérieure de commerce d'Abidjan célèbre ses 50 ans d'existence, mais à l'honneur 5 décennies de contribution à l'enseignement supérieur, au développement du capital humain. Éducation, autonomisation des femmes, plus de 2000 auditrices à travers le pays affrontent l'examen de fin de formation des institutions de formation et d'éducation féminine. Une étape décisive pour ces femmes et jeunes filles en quête d'autonomie et d'insertion socio-économique. Et puis les violences xénophobes en Afrique du Sud poussent de nombreux Nigériens au retour. Un premier groupe de 258 personnes, principalement des femmes et des enfants, a été rapatrié à Lagos après plusieurs jours de tension. 50 ans de formation, d'excellence et de contribution au développement des compétences. L'École supérieure de commerce d'Abidjan célèbre son jubilé d'or. Fondée en 1975, l'institution a marqué plusieurs générations de cadres et de dirigeants en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Les festivités de ce cinquantenaire se sont ouvertes ce jeudi en présence d'anciens étudiants, de responsables d'entreprises et bien sûr de membres du gouvernement. Les explications de Nadia Ida et de Cheikh Bleu. Honorer l'héritage, façonner l'avenir. Ce thème choisi pour la célébration du cinquantenaire de l'ESCA, École supérieure de commerce d'Abidjan, traduit la volonté des responsables de l'école et des autorités de faire de cet établissement un temple du savoir dans l'ère du temps. Alors que la technologie devient incontournable, il est impératif de s'adapter. Les business schools ont donc une responsabilité nouvelle. Former des talents capables de maîtriser les outils du monde nouveau et en comprendre leurs conséquences économiques et sociales, éthiques et stratégiques. Car la compétition qui s'ouvre sera celle des modèles de développement et des capacités d'innovation. Les nations qui domineront ces compétences domineront leur destin et domineront le monde. Voilà pourquoi l'ESCA a un rôle majeur à jouer. Au programme, un forum stratégique sur les compétences et les mutations économiques. Une foire emploi-entrepreneuriat. Un concours de pitch et une nuit du réseau des alumni. Au-delà de la célébration, c'est un réel impact sur l'enseignement supérieur qui est attendu. J'attends de ce forum qu'il interroge sans complaisance nos pratiques, qu'il valorise l'innovation pédagogique et la recherche appliquée, celle qui répond aux problèmes réels de nos entreprises et de nos administrations. Et cette exigence a un langage objectif, celui des standards reconnus, des accréditations, de l'évaluation par les pairs. Ces labels ne sont pas des ornements. Ils sont la preuve, validée de l'extérieur, qu'une institution tient ses promesses. C'est vers cette exigence que je souhaite voir tendre nos meilleures écoles. Établissement d'élite, l'ESCA a contribué à la formation de plusieurs cadres du pays. Une performance soulignée par le vice-premier ministre qui représentait à cette cérémonie le vice-président de la République. Les cadres ivoiriens issus de ces institutions contribuent chacun à son niveau et dans divers secteurs d'activité au développement de notre pays. L'ESCA constitue aussi l'un des piliers du développement de la Côte d'Ivoire. Elle a formé des générations de managers et de hauts cadres qui représentent aujourd'hui une composante essentielle du capital humain au service de l'économie ivoirienne. Un livre blanc de recommandations de politique publique, un répertoire des entrepreneurs ESCA, un rapport d'impact, une publication intergénérationnelle intitulée « 50 idées pour une nation » et le lancement d'un projet d'école verte sont attendus de cet anniversaire. L'ESCA a été fondée en 1975 par le premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny. Offrir une seconde chance à des femmes et jeunes filles sorties précocement du système scolaire et les préparer à une meilleure insertion dans la vie active, c'est la mission des institutions de formation et d'éducation féminine, les IFEF. Après 2 années d'apprentissage, plus de 2000 auditrices prennent part cette année aux examens de fin de cycle. Le lancement officiel des épreuves a été donné ce jeudi à l'IFEF Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Le reportage de Faltia Koulibaly et d'Eric Kimou. Des femmes en uniforme, assises devant leur copie ou installées à leur machine à coudre, sont concentrées sur leurs épreuves.
Nous sommes aux examens de fin de formation des auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, session 2026. Les candidates sont évaluées principalement en couture, adultes et enfants, et en pâtisserie avec des modules complémentaires tels que la broderie, le crochet, l'art floral et les compétences de vie. Ma passion, c'est la cuisine. Donc j'aime préparer parce que ma communauté, nous, on accueille. On accueille des personnalités, des gens de tous bords. Donc il faut apprendre une formation, faire une formation pour pouvoir être polyvalent un peu partout. Je suis un peu stressée, on a la peur. Si ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, on va aller faire un stage de 3 mois. Et maintenant, on va chercher un travail. Première responsable de la politique d'autonomisation des femmes, la ministre en charge de la femme a mis en avant l'une des principales innovations de cette session. On voudrait qu'à partir des IFEF, elles puissent apprendre tous ces métiers et surtout, la grande innovation est celle du personnel de maison, certifié avec des BT qui seront reconnus de l'État, donc vraiment bien formés. Donc c'est un message aux familles pour dire que nous venons avec des innovations majeures qui vont soulager les femmes, les familles et les enfants de Côte d'Ivoire. Avec 2069 candidates enregistrées cette année, contre 1711 en 2025, les examens de fin de formation des IFEF connaissent une progression notable de la participation. Répartis entre la pâtisserie 1625, la couture adulte 251, la couture enfant 193, ainsi que les options broderie 1316, crochet 424 et art floral 329, les auditrices seront fixées sur leur sort le 16 juillet 2026, date de proclamation des résultats. Mission accomplie pour le patrouilleur de haute mer Vaillance. Le navire de la Marine nationale a regagné les eaux ivoiriennes après avoir représenté la Côte d'Ivoire au Nigeria à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire de la Marine nigériane. Une mission de coopération et de rayonnement qui a permis de renforcer les liens entre les marines de la sous-région et de mettre en valeur le professionnalisme de l'équipage ivoirien. On en parle avec Moussa Nikema et Tanguy Konan. Au nom de la Marine nationale, je vous souhaite la bienvenue à la maison et je vous renouvelle toute ma reconnaissance pour cette mission brillamment accomplie. Fière, la Marine nationale accueille le retour de son patrouilleur de haute mer, Vaillance, après sa mission au Nigeria, où il a représenté la Côte d'Ivoire dans le cadre des festivités marquant le 70e anniversaire de la Marine nigériane. Le bâtiment a pris part à la prestigieuse revue navale internationale qui a réuni des unités navales de nombreux pays. L'équipage est au complet et en bonne santé. Le bâtiment est sûr. La mission est accomplie à 100%. Le patrouilleur a parcouru 1859 nautiques sans incident majeur. 17 jours loin des familles dans un format réduit. Le moral est resté haut. Les retours des partenaires internationaux étrangers ainsi sur l'ouverture et la courtoisie de notre équipage. Fort de ce retour d'expérience, le patrouilleur est prêt à s'engager dès maintenant sur nos missions de souveraineté et de coopération régionale. Cette mission s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération maritime régionale et de la promotion des relations d'amitié entre les marines du Golfe de Guinée. Cette mission avait pour objectif dans un premier temps d'éprouver le patrouilleur, ensuite tester les capacités du personnel de la marine et promouvoir également la diplomatie navale. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté, sans se tromper, que ces objectifs ont été atteints. Sur le plan diplomatique, la participation du patrouilleur Vaillance à cet événement a contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Cette participation traduit ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la sécurité maritime et du dialogue entre les nations. Le retour de Vaillance marque la réussite d'une mission diplomatique et opérationnelle qui renforce la visibilité et la crédibilité du pays dans les instances maritimes internationales. La précédente participation de la Côte d'Ivoire à ce genre d'activité opérationnelle
date de 1982, pendant le Nigeria Névidé. Donner un nouvel élan à la transformation locale de la noix de cajou, c'est l'objectif de la convention signée ce jeudi entre le Conseil du coton, de l'anacarde, du karité et les acteurs de la filière cajou et la Banque nationale d'investissement. À travers ce partenariat, les transformateurs locaux bénéficieront d'un meilleur accompagnement afin d'accroître leur capacité de production, créer davantage de valeur ajoutée et renforcer la performance de la filière. Les explications de Nadia Idja et de Cheikh Bleu. C'est un pas important qui vient d'être posé pour la filière cajou. En signant cette convention, le Conseil coton anacarde s'engage à approvisionner d'au moins 20% les besoins en noix brutes des transformateurs locaux. Pour la Banque nationale d'investissement, il s'agit de financer les 80% restants. En ce qui concerne la banque, l'engagement, c'est d'accompagner nos transformateurs, nos champions locaux à hauteur de 80% de leurs besoins de financement et puis aussi les accompagner pour le fonds de roulement. Donc voilà un peu pour leur permettre de transformer leurs produits dans de très bonnes conditions. Cette convention aujourd'hui est importante pour nous, surtout dans le développement même de notre filière. Vous savez, vous avez les multinationales, vous avez les nationaux. Les nationaux comptent environ 25% pour nous dans la part de transformation et il fallait régler ce problème de financement pour que ces nationaux aillent à un certain niveau. Et je pense qu'avec l'appui de la BNI, nos nationaux pourront atteindre les 30% que nous espérons vivement. Les transformateurs locaux ont salué cette avancée, fruit de plusieurs mois d'échanges et de réflexions. Ils espèrent développer leurs activités et contribuer au renforcement de l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire. Cette convention constitue plus qu'un simple accord. Elle est l'expression d'une vision commune visant à renforcer la transformation locale, à créer davantage de valeur ajoutée sur notre territoire, à générer des emplois durables et à accroître la compétitivité de notre industrie nationale. Elle nous accompagne dans le cadre d'aider les transformateurs locaux à aller de l'avant avec la jeunesse ivoirienne en marche, parce que nous avons quand même la possibilité, nous aussi, à notre niveau, de pouvoir bien faire les choses. Premier producteur mondial de cajou, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre 50% de transformation locale d'ici à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire transforme environ 700 000 tonnes de noix de cajou sur un volume de production estimé à 1 500 000 tonnes. Mettre en lumière le savoir-faire ivoirien et offrir une vitrine internationale aux acteurs de l'innovation, c'est l'ambition de la participation de la Côte d'Ivoire à l'édition 2026 de Viva Technologies, le plus grand salon européen dédié aux startups et aux nouvelles technologies. Pour cette édition, le pays sera représenté à Paris par une délégation composée de 20 startups et de 10 PME avec l'objectif de promouvoir l'innovation locale, attirer des partenaires et ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Le reportage est signé Pierre Dipomela. 20 startups et 10 petites et moyennes entreprises représenteront la Côte d'Ivoire à Paris au Salon Viva Technologies dans des secteurs stratégiques tels que le numérique, les services, la culture, la fintech, l'éducation, la santé, l'intelligence artificielle, la transformation locale, les solutions climatiques, la logistique, les industries créatives et les services aux entreprises. Ces futurs participants sont bien conscients des enjeux de ce rendez-vous mondial. Notre start-up, nous avons pour mission de démocratiser l'investissement en Afrique. On digitalise les marchés de capitaux en permettant à toute personne à travers le monde d'identifier de bonnes opportunités d'investissement sur le continent et de le faire à partir de leur mobile. C'est un enjeu de mobilisation de capitaux pour le financement des économies africaines, mais aussi d'inclusion financière pour les populations africaines. On est très conscient de l'enjeu, on est fiers déjà de représenter l'univers des startups à travers le fait d'être une femme, mais également le fait de faire partie des industries créatives et culturelles, qui est un secteur qui est sous-représenté. Donc on a 3 enjeux pour nous dans cette participation. Ce rendez-vous mondial de l'innovation, co-organisé par les Échos et Publicis, en est à sa 10e édition et se déroulera du 17 au 20 juin au Paris Expo Porte de Versailles. Cette année, nous avons porté notre participation à 30 entreprises ivoiriennes, 20 startups et 10
PME technologiques sélectionnées pour la qualité et la compétitivité de leurs solutions technologiques. Nous sommes convaincus que leur présence à Paris montrera le dynamisme de notre écosystème et du talent, non seulement de notre jeunesse entrepreneuriale, mais également de nos PME technologiques. Le salon Viva Technologie réunit chaque année plus de 150 000 visiteurs issus de 174 pays, ainsi que 2600 investisseurs et 2800 exposants. Préserver la mémoire collective à l'ère du numérique. Archivistes, experts et responsables administratifs sont réunis à Abidjan à l'occasion des Journées des Archives 2026 pour réfléchir aux défis de la conservation et de la valorisation du patrimoine documentaire national. Les explications de Marie-Paul Rabé et de Joseph Secret. Photos, vidéos, discours officiels, communiqués de presse. Les archives de la communication constituent une mémoire essentielle des institutions. Réunis à l'occasion de la première édition des Journées des Archives 2026, experts, archivistes et responsables administratifs réfléchissent aux moyens de mieux préserver et valoriser ce patrimoine documentaire au service des générations présentes et futures. Une initiative du ministère de la Communication. Ce patrimoine ne nous appartient pas. Il appartient au peuple ivoirien tout entier. Il est le miroir dans lequel les générations futures viendront chercher des repères, comprendre les décisions d'hier pour mieux éclairer, je dirais, celles de demain. Elles permettent à chaque Ivoirien de prouver sa filiation. Elles permettent à chaque Ivoirien de prouver sa propriété, ses droits à la retraite ou simplement son parcours civique. Les archives permettent de faire la preuve. Les archives donnent les informations pour la continuité du travail administratif. Et enfin, c'est une base mémorielle. Cette première édition des Journées des Archives a été marquée par la pose de la première pierre de la future médiathèque du ministère de la Communication. Un projet ambitieux destiné à renforcer la conservation, la valorisation et l'accessibilité du patrimoine documentaire national. Cette future médiathèque ne sera pas une simple bibliothèque améliorée, ni un dépôt de documents inertes. Elle sera conçue comme un centre d'excellence, un carrefour d'innovation, de rencontres et un centre névralgique de la mémoire institutionnelle de l'État. Au terme de cette première édition des Journées des Archives, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de préserver sa mémoire institutionnelle et de valoriser son patrimoine documentaire. Entre conservation, modernisation et accès à l'information, les archives s'imposent désormais comme un pilier essentiel de la transparence, de la bonne gouvernance et de la construction de l'avenir du pays. Les conséquences des violences xénophobes en Afrique du Sud continuent de se faire ressentir. Un premier contingent de 258 Nigérians a été rapatrié à Lagos au Nigeria. Parmi eux, de nombreuses femmes et des enfants contraints de quitter précipitamment leur lieu de vie. Pour certains, ce retour est particulièrement éprouvant. Ils n'avaient jamais vécu dans leur pays d'origine et doivent désormais tout recommencer. Reportage. Après des jours d'angoisse, une nuit blanche d'attente à l'aéroport de Johannesburg, puis un vol de 6 heures, les premiers Nigérians rapatriés descendent de l'avion à l'aéroport de Lagos, la capitale économique nigériane. « C'est chez moi !» s'exclame l'un des 262 passagers qui composent le premier groupe de Nigérians rapatriés d'Afrique du Sud aux frais du gouvernement nigérian après une montée des violences xénophobes dans la nation arc-en-ciel. L'Afrique du Sud a connu des épisodes récurrents de violences anti-immigrants. Mais les manifestations se sont intensifiées cette année et des milices autoproclamées ont ordonné aux étrangers sans papier de quitter le pays d'ici au 30 juin. Depuis des semaines, des groupes armés de bâtons, de fouets et de boucliers sillonnent certaines zones pour exiger le départ des étrangers en situation irrégulière. Un climat de peur
qui a poussé de nombreux Nigériens à partir, parfois après des années passées sur le sol sud-africain. Et bien sûr, du sport, pour refermer ce journal, l'édition 2026 de la Coupe du Monde a débuté aujourd'hui par une cérémonie d'ouverture et le match inaugural opposait le Mexique, pays hôte, à l'Afrique du Sud. Le score, vous le connaissez, 2 pour le Mexique et 0 pour les Sud-Africains. Roger Appé. Le mythique stade Azteca de Mexico a fait son plein de spectateurs à l'entame de la Coupe du Monde 2026. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs et en sonorités, a fait place au coup d'envoi. Le Mexique, pays hôte, opposé à l'Afrique du Sud. Les Mexicains ont globalement dominé et ont été récompensés à la 9e minute de jeu par un coup de patte de Julián Quinones qui a inscrit le premier but de ce mondial. À la deuxième mi-temps, les Sud-Africains écopent de 2 cartons rouges. C'est le break à la 67e minute. Le Mexique corse le score avec un deuxième but inscrit par Raúl Jiménez. Bonne entame de la compétition pour le pays hôte. La Coupe du Monde va se jouer dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Une Coupe du Monde historique avec près de 1250 footballeurs, 48 équipes et 104 matchs. Et bien sûr, la Coupe du Monde, c'est sur NCI. Restez avec nous pour ne rien rater de ce rendez-vous mondial. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouverai demain dans le même décor et à la même heure.